Des trilliards de dollars ont disparu pendant la crise. Disparu, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils se sont envolés? Qu'ils sont partis en fumée? Ou est-ce qu'ils n'auraient pas été volés? Comment? Par qui? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ce vol s'est déroulé en 3 étapes. L'avant-crise, par le biais de commissions et de bonus, pendant la crise, par le mécanisme de pari contre le marché, et surtout, la plus importante et celle qui continue aujourd'hui, l'après-crise. Par le plus important mécanisme que tout le monde devrait connaître et comprendre. Le mécanisme qu'on devrait enseigner à l'école pour que tout le monde puisse savoir ce qu'il se passe. L'assouplement quantitatif ou quantitative easing. Pour comprendre tout cela, nous allons partir d'une simple hypothèse. Assumer que tout a été planifié depuis le début pour que la crise arrive. Par qui? Pour l'instant, on va les appeler les escrocs. Pourquoi? Parce que la crise allait les enrichir. Qui ont-ils dérobé? Les gens qui ont un peu d'argent pour investir. Vous et moi, n'importe qui. On va les appeler les gens. L'idée de base est plutôt simple. Vendre un produit A aux gens à un prix supérieur à sa véritable valeur et utiliser la différence pour s'enrichir. Un escroc propose l'idée avec un exemple. On va voir les gens et leur propose d'acheter le produit A à 9000 $ alors qu'il n'en vaut que 1000, en leur faisant croire qu'il vaut 10 000 $. Évidemment, les gens vont refuser. Ils ne sont pas bêtes. Ils vont tout de suite voir que le produit A ne vaut que 1000 $. Nous allons donc voir un expert pour dire aux gens que le produit vaut bien 10 000 $. Comme c'est un expert avec une cravate, ils vont le croire. Ok, c'est une bonne idée. Il faudra tout de même lui donner une bonne commission. On peut lui dire que s'il évalue le produit A à 1000 $, on le paiera 1 $, ce que vaut son travail, et que s'il l'évalue à 10 000 $, on le paiera 10 $, donc 10 fois plus. Il acceptera sûrement, sinon on ira voir ailleurs. Par contre, le produit A est quand même un produit simple, et encore une fois, les gens ne sont pas bêtes. Ils pourront facilement se rendre compte de la supercherie. Un des autres escrocs prend la parole. Celui-ci est un visionnaire, et il sait réfléchir en dehors de la boîte. Je sais comment complexifier le produit A. Au lieu de vendre le produit A séparément à chaque personne à 10 000 $, on devrait prendre un lot de produits A, disons 100 produits A, dire que ce lot vaut 100 fois 10 000 $, donc 1 million de dollars, et vendre une part de ce lot, 1000 $ à chaque personne. Donc, chaque personne détiendrait un millième de chaque produit A. Ou plus s'ils achètent plus de parts. Personne ne va prendre le temps de vérifier la vraie valeur du lot, et, pour cacher quand même un peu leur vraie valeur, on va mettre quelques produits A dans le lot qui valent vraiment 10 000 $. Et on pourra toujours présenter cela comme exemple, si on nous pose des questions. Mais il faut qu'on gagne de l'argent, donc il ne faut pas en mettre plus de 30-40%. Ça c'est une super idée, ça c'est visionnaire. Ok, maintenant, il faut trouver quel produit vendre. Mais ce n'est pas facile. Il ne faut pas que ce soit quelque chose que les gens peuvent utiliser, puisqu'ils ne détiendront qu'un pourcentage de chaque produit du lot. On ne peut donc pas vendre des téléphones ou des télévisions, ou des aquariums. Oui, ou des baguettes. Oui, bon, bref, il faut qu'on puisse en avoir plein, beaucoup développés. Et il faut aussi que les gens y trouvent leur intérêt, sinon ils ne l'achèteront. À ce moment, un escroc plutôt malin sursaute sur sa chaise. Un intérêt? Je sais. De la dette. On devrait leur vendre de la dette. De la dette? Comment ça de la dette? Comment tu veux vendre de la dette? Tu racontes n'importe quoi. Et arrêtez de m'interrompre quand je... Non. Laissez-moi vous expliquer. Vous allez voir un type 1. Vous lui dites que vous lui donnez de l'argent pour s'acheter une maison de 9000 $. Vous lui dites qu'il doit rembourser le prêt mensuellement, mais que s'il n'y arrive pas, ce n'est pas trop grave. On fera le point dans 10 ans. Et il faudra bien sûr payer un intérêt mensuel, qui se totalisera à la fin des 10 ans à 1000 $. Le type 1 n'est pas forcément très intelligent, il est juste super content de pouvoir s'acheter une maison pour la première fois dans sa vie. Et puis 10 ans, c'est dans longtemps. Il peut s'en passer des choses d'ici là. Des types comme ça, il y en a plein. Voilà ta quantité. 9000 $ plus 1000 $ égale 10 000 $. Ce qui est donc à première vue la valeur de la dette. Et il y a des types qui pourront payer,
qui ont un emploi stable, des économies, etc. Donc on a nos produits A avec une vraie valeur de 10 000 $. Mais notre quantité, on va la faire avec les autres, ceux qui ne pourront pas payer. On a notre majorité de produits A dont la valeur est de 1 000 $ ou moins, pour ceux qui ne pourront même pas payer les intérêts. Donc, on donne 9 000 $ à 100 types. On les réunit dans un lot qui nous a coûté 900 000 $, mais qu'on évalue à 1 million de $ alors qu'il vaut beaucoup moins, comme on sait que beaucoup de types ne pourront pas rembourser. Merci l'expert. Puis, on revend 1000 parts de ce lot aux gens pour un total de 910 000 $. Il faut bien qu'on gagne de l'argent quelque part. Et on en donne 1000 à l'expert. On ne prend aucun risque puisqu'on revend tout de suite les dettes. Les gens reçoivent leurs intérêts, donc ils sont contents. Oui, mais les gars, à un moment, tout va se casser la figure et on va tout perdre. Le malin répond, il faut sortir l'argent avant. On va tout simplement se faire des contrats pour qu'on soit rémunéré sur nos performances à court terme, mais on ne peut rien nous reprendre en cas de performance future négative. Plus il y aura de ventes, plus il y aura de bonus. Dans son coin, le pessimiste était resté silencieux. Il écoutait sans rien dire. Et c'est à ce moment qu'il s'exprime. Ok, je veux bien. Ce sont des gros bonus, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne vaut pas la peine de perdre sa réputation et son travail pour ces bonus. Ils ne seront pas assez grands. On ne vendra jamais assez de dettes pour que ça en vaille la peine. Le visionnaire reprend alors tranquillement la parole. Il faut créer des produits fictifs sur le dos de ces dettes. Je m'explique. Sur un lot de 1 million de $, on peut créer un amas de produits d'une valeur fictive de 1 milliard de $ ou plus. Comment ? Je vous explique. Vous savez ce qu'il va se passer ? Ces lots seront tellement bien évalués que tout le monde pensera qu'il n'y aura aucun risque. Plus on en vend, plus le prix des maisons va grimper. La confiance dans le marché va s'installer, et quand il n'y aura plus de dettes à acheter, les gens qui n'en ont pas ou pas assez voudront participer à la fête. Ils vont donc parier sur la réussite de ces produits. Par exemple, des gens diront « Je parie 10 millions de $ que ce produit de 1 million de $ ne va pas se casser la figure. » Et comme nous, on sait ce qu'il va se passer, on va accepter le pari, et comme tout le monde sera tellement sûr que tout va bien, on pourra demander un pari de 10 contre 1 ou plus. Ok, si tu gagnes, je te donne 10 millions de $. Mais si je gagne, tu me donnes 100 millions de $. Le pessimiste revient alors à l'attaque. C'est bien joli tout ça, mais si le gouvernement ne nous a pas mis derrière les barreaux avant la crise, il le fera sûrement après, et on devra tout rembourser. C'est logique. Mais non, nous avons des amis dans le gouvernement. Tu es au gouvernement. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. On rigole bien ici quand même. Le malin rajoute. Et puis, on ira voir les employés du gouvernement en charge de fouiner et on leur proposera un job en or dans nos banques pour qu'ils détournent le regard. J'aimerais proposer un dernier moyen de récupérer de l'argent et on pourra peut-être même sauver les banques. Juste avant que tout ne s'écroule, au moment où le prix des lots est le plus haut, on devrait assurer ces lots même si on ne les détient pas, peu importe. Et s'ils tombent en dessous d'une certaine valeur, l'assureur devra nous payer la différence. Plus on en fait, plus on récupérera de l'argent. Maintenant, regardons comment cela s'est déroulé et résumons tout ce processus. Nous sommes dans le début des années 2000. Les agences d'emprunt donnent des prêts immobiliers, les mortgages, à des types, les emprunteurs, qui s'achètent des maisons. Peu importe pour l'agence d'emprunt si l'emprunteur peut payer, puisqu'elle revend immédiatement la dette avec un profit, évidemment. Profit qui est redistribué en commission aux employés et en dividendes aux actionnaires. C'est le premier endroit où l'argent est récupéré. Parmi ces mortgages, il y a ceux qui pourront être remboursés, parce que les emprunteurs ont des économies, un emploi stable, etc. Ce sont les prime mortgages. Et ceux qui ne pourront pas être remboursés, les subprime mortgages, et cette part devient de plus en plus grande au fil des années. Ces mortgages sont achetés par des banques d'investissement, en général, qui en récupèrent un grand nombre et créent des lots. C'est ce qu'on appelle un Collateralized Debt Opportunity, CDO. Ces banques vont voir les agences d'évaluation, les rating agencies, qui évaluent ces lots.
Comme ils contiennent de plus en plus de subprimes, les banques leur donnent une grosse commission s'ils mentent et donnent une bonne évaluation. On appelle ça évaluation AA ou AAA. Cette commission est ensuite renversée aux employés et en dividendes aux actionnaires. C'est le deuxième endroit où l'argent est récupéré. Grâce à cette évaluation, les banques d'investissement vont voir les gens, les investisseurs, et leur vendent les CDO. Pour les rassurer, ils leur expliquent que si jamais les prêts ne sont pas remboursés, les maisons seront saisies et vendues, et de toute façon, ils récupéreront leur argent. C'est un collatéral. Les banques d'investissement récupèrent des commissions sur ces ventes. Ces commissions sont ensuite versées en bonus aux employés. C'est le troisième endroit où l'argent est récupéré. Ces CDO sont très attractifs, et de plus en plus de gens les achètent. Les banques en fabriquent donc toujours plus, ce qui intensifie la vente des maisons dont le prix augmente constamment, gonflant ainsi la bulle immobilière. Après quelque temps, il n'y a pas assez de CDO pour tout le monde. On invente donc le Synthetic CDO, qui permet de parier sur les CDO pour que plus de monde profite de ce marché. Les gens les achètent pendant que ceux qui savent que le marché va s'écrouler sont à l'autre bout des paris. Les banques d'investissement vendent ces synthétiques CDO et récupèrent des commissions sur ces ventes. Ces commissions sont ensuite versées en bonus aux employés et en dividendes aux actionnaires. C'est le quatrième endroit où l'argent est récupéré. Rapidement, tous ceux qui sont au courant vont ensuite voir un assureur, principalement au moment où le prix des CDO est au plus haut. Ils demandent d'assurer les CDO et les synthétiques CDO, même s'ils ne leur appartiennent pas. C'est le Credit Default Swap, ou CDS. Tant que ces produits ne perdent pas de valeur, ils payent une commission régulière à l'assureur. Les assureurs revendent les assurances aux investisseurs et récupèrent des commissions sur ces ventes. Ces commissions sont ensuite versées en bonus aux employés de l'assureur et en dividendes aux actionnaires. C'est le cinquième endroit où l'argent est récupéré. Nous sommes en 2007, et il semble que cette tendance ne s'arrêtera jamais. Pourtant, la vente des maisons freine subitement. De ce fait, le prix des maisons se met à baisser. On s'intéresse alors à la capacité de remboursement des emprunteurs, et on se rend compte que la grande majorité ne peut pas rembourser. On se rend compte que les CDO ont été surévalués. Tout le monde se met alors à les revendre, et leur valeur ne s'arrête plus de chuter. Nous sommes en 2008. Les États-Unis sont le point de départ, mais les banques du monde entier sont connectées au travers des achats-ventes des CDO, Synthetic CDO et CDS. Tout le monde est touché. Des trilliards de dollars ont disparu de l'économie. C'est la crise. Mais pas pour tout le monde. Ceux qui savaient récupèrent la mise. Comme les CDO se sont cassés la figure, ils récupèrent l'argent des paris qui ont été faits sur les CDO, et ils récupèrent l'argent des assurances qui ont été faites sur les CDO. C'est le sixième et septième endroit où l'argent est récupéré. Si vous regardez bien le schéma, vous verrez que ce sont les investisseurs qui ont perdu leur argent, pendant que les employés des banques et les actionnaires se sont largement enrichis. Mais les banques et assureurs ont également souffert et se sont retrouvés au bord de la faillite. Pour éviter cela, un bail-out de 500 milliards de dollars a été donné aux banques pour qu'elles se rétablissent. Principalement à JP Morgan, Goldman Sachs, Citibank, Merrill Lynch et l'assureur AIG. Pas Lehman Brothers parce que... mystère. Petite parenthèse. L'argent du bail-out sort bien de quelque part. Mais où ? Gardez cette question à l'esprit, nous allons y revenir. Dans le même temps, une enquête a été menée et des procès ont eu lieu. Résultat de l'enquête. Personne n'est allé en prison. Personne n'a remboursé. Même le PDG de Goldman Sachs, qui a été reconnu coupable d'avoir parié contre les CDO au même moment où il continuait à les promouvoir et les vendre à ses clients. Mais pourquoi ? Pourquoi ce résultat ? C'est en fait assez simple. Imaginons que vous faites partie d'une bande de voleurs, et vous êtes attrapé par la police. Vous allez en procès, et on choisit l'un des voleurs comme juge. C'est exactement ce qu'il s'est passé. En 2006, le PDG de Goldman Sachs était alors Hank Paulson. Il a démissionné pour être nommé Secretary of the Treasury par le gouvernement de George Bush, après avoir déjà accumulé 600 millions de dollars de bonus sur le dos des investisseurs. 600 millions. Et le gouvernement l'a chargé de résoudre la crise en 2008. Et c'est bien entendu sous son autorité que les banques ont été renflouées.
Nous pourrions alors nous dire, la crise, c'est fini. Il n'y a plus de risque. Le pire est derrière nous. Eh bien, attendez, parce que le pire reste à venir. Et nous en venons maintenant à la troisième étape, l'après-crise. Pour comprendre, revenons à notre petite bande de joyeux escrocs. Vous souvenez-vous de ce type qu'on n'a pas entendu, qui est resté dans son coin avec la mine terrifiante ? Eh bien, ce bonhomme représente la Federal Reserve. En fait, toute cette petite arnaque a été rendue possible grâce à lui. Pourquoi ? Écoutons-le. C'est bien joli tout ça, mais il faut que vous puissiez contrôler le moment où tout va s'écrouler. Je connais le moyen. Tout va s'écrouler quand les types arrêteront d'acheter des maisons. Comment cela peut-il arriver ? Silence. Si les taux d'intérêt se mettent tout à coup à augmenter, s'endetter deviendra plus cher. Les types achèteront moins de maisons, la demande va baisser, et la bulle va finir par exploser. Et qui décide les taux d'intérêt ? Silence. Ah, je sais, question piège, les taux d'intérêt changent tout seuls. Mais non, pas du tout, c'est moi qui les décide. Oh. Donc, à partir de 2000, je vais mettre le taux d'intérêt au plus bas, pour faire grimper les ventes immobilières et l'endettement. À partir de 2004, je vais lentement augmenter le taux d'intérêt, et à partir de 2006, il sera si haut que plus personne ne voudra s'endetter, et la bulle va exploser. Vous aurez quelques mois pour finir vos petites machinations, et en 2008, vous repartez avec votre argent. Mais pourquoi la Federal Reserve veut s'impliquer dans cette histoire ? Quel est son intérêt ? Tout simplement le plus grand intérêt. Vous souvenez-vous du fameux bail-out et de notre question ? D'où vient-il ? Nous y venons enfin. Cet argent vient justement de la Federal Reserve. Est-ce que c'est de l'argent qu'elle possédait ? Eh bien, pas du tout. Elle l'a inventé. Électroniquement. Elle en a le droit. Tout cela a été médiatisé, on en a expliqué les raisons, tout le monde était plutôt content, et les banques ont été sauvées. C'est fini alors ? Eh bien pas du tout. Ce fameux bail-out a créé un précédent extrêmement dangereux. C'est la création du quantitative easing. Nous allons nous intéresser plus en profondeur à la Federal Reserve. Entre 1913, année de sa création, et 2006, la Federal Reserve a créé 700 milliards de dollars de manière plutôt continue, avec quelques exceptions négligeables en comparaison à ce qu'il va se passer. En toute logique, on devrait donc passer de 700 milliards en 2006 à 1200 milliards en 2008. Eh bien non, en 2008, on est passé à 2200 milliards. La Federal Reserve a recouru au mécanisme de quantitative easing. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une technique non conventionnelle utilisée par la Federal Reserve pour faire redémarrer l'économie. Comment font-ils ? Ils achètent très cher les actifs financiers des banques, c'est-à-dire les actions, les obligations et autres produits financiers que les banques détiennent, y compris et surtout les CDO et les synthétiques CDO qui ne valent plus rien. Ainsi, les banques ont plein de cash pour prêter aux gens et faire repartir l'économie. Et pour les acheter, la Federal Reserve crée de l'argent. Ensuite, entre 2008 et aujourd'hui, il y a eu 3 autres quantitative easing, pour un total d'argent créé de presque 9000 milliards de dollars. Mais comment et à qui cela bénéficie, ce mécanisme ? Tout d'abord, les banques qui reçoivent cet argent peuvent le prêter ou le replacer à la Federal Reserve, et ainsi gagner d'énormes intérêts. En même temps, la Federal Reserve va augmenter ses actifs, qui lui donnent également énormément d'intérêts et qui servent à payer les salaires, 4 milliards de dollars de salaire en 2022 pour 3000 employés, 2 milliards de dépenses opérationnelles du comité de gouvernance, composé de 7 gouverneurs, des dividendes payés aux propriétaires de la Federal Reserve. Qui sont-ils ? Certainement pas le gouvernement. L'actionnariat de la Federal Reserve est très flou, mais en gros elle appartient aux grandes banques, et donc, a fortiori, aux personnes qui détiennent les banques, qui récupèrent donc l'argent des deux côtés. Une grande partie des actifs de la Federal Reserve est la dette du gouvernement. Comment le gouvernement paye-t-il ses intérêts ? Avec les taxes, donc avec l'argent des gens, toujours eux. Ensuite, l'injection d'argent dans l'économie diminue la valeur de l'argent qui est déjà en circulation et augmente la valeur des biens. C'est l'inflation.
Donc ce sont les personnes qui détiennent le plus de biens qui en profitent et s'enrichissent, pendant que la majorité de la population, qui ne détient pas ou très peu de biens, s'appauvrit. Nous en venons à la conclusion de cette analyse, et nous pouvons répondre à la question. Pourquoi peut-on penser que la crise était planifiée ? 1. Le scoring des CDO était falsifié. Il y a donc clairement eu fraude. 2. Les cadres supérieurs ont fait en sorte, avant la crise, de garder leur bonus de plusieurs centaines de millions de dollars, même si la valeur des CDO allait tomber. 3. Des énormes paris ont été faits contre le marché. 4. La crise a été résolue par les mêmes acteurs qui l'ont provoquée. 5. La crise a été la justification idéale pour la création du quantitative easing, qui a enrichi la partie la plus riche de la population, et en particulier les actionnaires des banques, tout en le faisant passer aux yeux de la population comme une bonne idée et une solution nécessaire. Au final, il y a deux possibilités. Ils ne savaient pas. Dans ce cas, les personnes censées être les plus compétentes au monde en finance n'ont rien vu venir et sont donc essentiellement des idiots. C'est d'ailleurs l'angle que prend le film The Big Short, qui fait bien attention de ne pas montrer le point de vue de ses cadres supérieurs. Ils savaient, et ils ont tout fait pour que la crise arrive en cachant la réalité à la population. N'oubliez pas que cette analyse se fonde sur une hypothèse. L'hypothèse que tout cela a été prémédité. La version officielle est bien sûr l'inverse, et le quantitative easing est montré comme un bon moyen dont le lien avec l'inflation et l'enrichissement des plus riches n'existe pas. Évidemment, une bande d'escrocs ne s'est sûrement pas réunie comme dans la vidéo, mais dire que toutes ces personnes qui se sont énormément enrichies n'étaient pas au courant de ce qu'il se passait semble plutôt naïf. Je ne cherche pas à imposer ma vision, mais à lancer le débat, à ouvrir les yeux sur ce qui importe dans ce monde, en ne me focalisant pas sur les versions officielles médiatisées, mais sur des éléments concrets comme les rapports financiers. Aussi, en faisant mes recherches, je me suis posé une autre question, mais je ne vais pas développer la réponse dans cette vidéo pour ne pas la rallonger et la complexifier. Si le quantitative easing sert à relancer l'économie, alors pourquoi les banques ont déposé une grande partie de l'argent reçu à la Federal Reserve ? Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo qui nous permettra également de mieux comprendre la Federal Reserve et son histoire.